On va laisser la parole donc à Laura Marek, qui est assistante spécialiste à l'hôpital Louis Mourier à Paris en gériatrie aiguë et qui va nous parler des nouveaux critères de dénutrition. Tout à fait. Alors, je le mets en diaporama comme tout à l'heure. Voilà. Je vais vous parler de la dénutrition chez le patient âgé et de ce qu'il y a de nouveau dans les recommandations. Donc, avant de commencer sur tous les critères, un petit peu sur l'épidémiologie. Donc, aujourd'hui, en France, on compte 2 millions de personnes qui sont dénutries. Il y a un programme national de nutrition santé qui a été fait en France, qui a pour objectif, entre 2019 et 2023, de diminuer de 30%, donc le nombre de personnes dénutries de plus de 80 ans. La dénutrition, ça représente 4 à 10% des patients âgés qui sont à domicile, 15 à 38% des patients qui vivent en institution et 30 à 70% des patients hospitalisés, ce qui est donc énorme. Et une étude française récente a montré que 14,8% des patients vivant à domicile étaient à risque de dénutrition. On a montré que la dénutrition était un facteur de risque indépendant de morbimortalité, qu'elle augmentait aussi les risques de chute, d'hospitalisation, de fractures, d'infections nosocomiales et de décès, et que, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais que les interventions nutritionnelles étaient efficaces sur la réduction du risque d'hospitalisation et de complications, que ce soit à l'hôpital ou les réadmissions, et qu'elles limitaient aussi la perte d'autonomie, donc des patients âgés. Un petit mot sur les facteurs de risque de dénutrition chez la personne âgée. Comme vous pouvez le voir, ils sont extrêmement nombreux et variés. Ça peut être les facteurs psychosociaux-environnementaux, donc un isolement social, des douleurs chroniques, une escarre, une constipation chronique, une polymédication. Donc, il faut être extrêmement vigilant, notamment avec nos patients âgés, qu'on voit que ce soit à l'hôpital ou en consultation, de prendre tout ça en considération. Concernant le dépistage de la dénutrition à proprement parler, donc pour toutes les personnes âgées, il est recommandé de le faire une fois par an en ville, une fois par mois en institution et lors de chaque hospitalisation. Concernant les personnes âgées à risque de dénutrition, donc c'est ce que je vous ai montré sur le tableau juste avant, donc avec tous les facteurs de risque de dénutrition, pour eux, on fera une surveillance plus fréquente en fonction de l'état clinique et de l'importance du risque. Donc, si on a plusieurs situations à risque qu'on avait par exemple sur le tableau précédent, on surveillera plus régulièrement. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est en recherchant les situations à risque de dénutrition, en estimant l'appétit et les apports alimentaires, on y reviendra juste après, et en mesurant de façon répétée le poids et d'évaluer cette perte de poids par rapport au poids antérieur. Donc, ce qu'on appelle le poids de forme. Le patient, la plupart du temps, il sait combien il pèse dans l'année. Donc, il faut toujours comparer le poids que vous avez par rapport à son poids de forme. Et en fonction de tout ça, vous calculez l'IMC, donc le poids sur la taille au carré. Il faut savoir que ce dépistage, il peut être formalisé par un questionnaire qui est le MNA, que je vais vous montrer juste après, donc qui est extrêmement exhaustif concernant tous ces critères-là. Donc voilà, ce tableau est un peu imbuvable, mais c'est le MNA score qui est validé avec plusieurs questions, avec à chaque fois des réponses donc par oui ou par non. On va calculer à la fin le score et qui va nous montrer donc le risque du patient d'être dénutri. Concernant les recommandations diagnostiques de la dénutrition en tant que telle, la plupart d'entre vous les connaissent, elles sont au programme de l'internat. Donc, c'est des recommandations françaises de la HAS de 2007 qui n'ont pas tellement changé pour la personne âgée, alors qu'en 2019, elles ont quand même bien changé pour l'enfant et pour l'adulte. Donc, le diagnostic de dénutrition va se faire avec au moins un critère phénotypique. Il n'y a pas de notion d'étiologie et il n'y a pas grand-chose de nouveau pour la personne âgée spécifiquement depuis 2007. Les recommandations françaises. On va parler de dénutrition, ce que j'ai appelé simple. C'est une dénutrition tout court. C'est une perte de poids de plus de 5% en un mois, toujours par rapport à votre poids de forme, ou de plus de 10% en 6 mois. Un indice de masse corporelle inférieur à 21. Une albuminémie qu'on dose donc et qui est inférieure à 35 grammes par litre. On y reviendra juste après. Et le MNA, qui est inférieur à 17, donc le score que je vous ai montré tout à l'heure. Concernant la dénutrition sévère, on parlera de dénutrition sévère s'il y a une perte de poids de plus de 10% en un mois ou 15% en 6 mois, ou un IMC inférieur à 18, ou une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre.
Qu'est-ce qui change concernant les recommandations internationales? Donc, je me suis intéressée à la GLIM, qui est issue donc, des sociétés savantes internationales en nutrition, en Europe, aux USA, en Amérique latine et en Asie, qui ont publié en 2017 donc, un consensus sur les critères communs internationaux à utiliser pour diagnostiquer la dénutrition chez l'adulte en contexte clinique. Et donc, c'est une approche qui est très différente. Elle associe des critères qui sont dits phénotypiques à des critères qui sont dits étiologiques. Donc, j'ai essayé de vous simplifier un peu l'approche. Donc, la GLIM, c'est une approche en 2 étapes. La première étape, ça va être l'identification du statut à risque. Pour ça, on va utiliser tout outil de dépistage de dénutrition validé. Je vous ai donné 2 exemples, le MUST ou le MNASF, short form, donc forme courte du MNA que je vous ai montré tout à l'heure. La deuxième étape, ça va être d'évaluer le diagnostic de dénutrition et d'évaluer sa gravité. Pour ça, on va utiliser 2 types de critères. Les critères qu'on appelle phénotypiques, qui comprennent une perte de poids non volontaire, donc de plus de 5% dans les 6 derniers mois ou de plus de 10% au-delà de 6 mois, qu'on compare toujours à notre poids de forme, un faible IMC, inférieur à 20 si on a moins de 70 ans et inférieur à 22 si on a plus de 70 ans, et une masse musculaire réduite qui est déterminée ou par une technique validée de mesure de composition corporelle et que certains utilisent en demandant aux patients typiquement de se lever de sa chaise. Donc ça, c'est pour les critères phénotypiques. Ensuite, on a les critères qu'on appelle étiologiques. Ils sont 2. Donc c'est la réduction des apports alimentaires ou de l'assimilation des nutriments, ce qui représente la moitié des besoins énergétiques sur plus d'une semaine ou toute diminution d'apport sur plus de 2 semaines ou toute infection chronique qui impacte l'assimilation de l'absorption des nutriments. Et le deuxième critère étiologique, c'est une pathologie ou un état inflammatoire, une maladie aiguë, une blessure ou une inflammation qui est due à une maladie chronique. Donc, le diagnostic de dénutrition, il se fait avec un critère phénotypique et un critère étiologique. La gravité, elle va être déterminée en fonction du nombre de critères phénotypiques. Donc, un schéma récapitulatif pour ces critères de GLIM. Donc, en premier lieu, on va donc dépister le risque de dénutrition en utilisant les scores que je vous ai cités tout à l'heure. En deuxième étape, on va faire l'évaluation diagnostique et c'est là qu'on va utiliser nos critères phénotypiques et nos critères étiologiques. Pour faire le diagnostic, il faudra qu'il y ait un critère phénotypique plus un critère étiologique et on déterminera la gravité de dénutrition en fonction du nombre de critères phénotypiques. Quels sont les impacts pour la prise en charge et pour le diagnostic de la dénutrition? Donc, on parle systématiquement du coup d'identification du patient à risque. Donc, ça fait vraiment partie de la prise en charge de la dénutrition. On n'utilise plus l'albumine comme vous avez pu le voir et on distingue les critères étiologiques et phénotypiques. Et qu'est-ce qu'on fait de l'albumine dans tout ça? Pour rappel, l'albumine, elle se dose de manière avec plusieurs méthodes. En fonction de ces méthodes, on a divers seuils. Donc, en dosant l'albumine avec une certaine méthode et avec une autre, on aura des scores différents dont on ne saura pas tellement quoi en faire. Et une hypoalbuminémie n'est pas toujours corrélée à la dénutrition. Cependant, on se rend compte sur plusieurs études que l'albumine est plutôt finalement un marqueur de morbimortalité et qu'elle est prédictive des risques de complications. Donc, après lecture de plusieurs études, on pourrait se dire que l'albumine pourrait faire partie d'un bilan nutritionnel en tant que tel et qu'elle pourrait même faire partie d'un indice composite possible. Je vous ai cité 2 indices composites, le Nutritional Risk Index ou le Geriatric Nutritional Risk Index. Et l'albumine pourrait donc être utilisée dans une stratégie nutritionnelle différente en tant que telle. Un tout petit mot sur la dénutrition et le Covid. Je crois que Mathieu va en parler après. Donc, ce que j'ai trouvé sur le sujet, pour faire assez simple, c'est qu'en utilisant les critères GLIM-like, qui sont désormais utilisés donc, pour parler de dénutrition chez l'enfant et chez l'adulte, en utilisant des critères phénotypiques et étiologiques, la maladie Covid-19 représente en tant que telle un critère étiologique. Du coup, pour parler de dénutrition, il faudra avoir seulement un critère phénotypique que j'ai cité ici, donc un IMC bas inférieur à 18,5 chez les patients de moins de 70 ans, inférieur à 21 après 70 ans, une perte de poids récente de plus de 5 ou 10% en 1 an ou 6 mois, ou une perte de fonction musculaire avec une amyotrophie clinique et notamment l'incapacité à se relever de sa chaise. Concernant l'albumine, pour les critères biologiques,
Chez les moins de 70 ans, le dosage d'albumine est plutôt corrélé à la sévérité de la dénutrition. Chez les plus de 70 ans, l'hypoalbuminémie a plutôt une valeur diagnostique. Et à tout âge, on s'est rendu compte avec les données publiées que l'hypoalbuminémie avait une valeur pronostique péjorative au cours du Covid-19. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Laura. Alors, voilà, tu peux désactiver le partage d'écran. Au niveau des questions, il y a eu des questions auxquelles tu as répondu en fait au fur et à mesure de ton intervention, notamment sur l'âge à partir duquel on s'intéressait à l'IMC inférieur à 21, tu as dit que c'était finalement 70 ans. Il y a beaucoup de questions sur la corrélation CRP-albumine. Alors finalement, tu nous dis que l'albumine, en tout cas dans le diagnostic de la dénutrition, c'est plus si pertinent que ça, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment l'interpréter en fonction de la CRP? Alors, je ne pourrais pas vous dire les critères exacts de comment interpréter l'albumine en fonction de la CRP. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a une inflammation importante, et ce qui est souvent le cas lors des hospitalisations, l'albumine, elle n'est pas extrêmement pertinente. Donc, c'est difficile de parler de dénutrition chez un patient qui a une hypoalbuminémie et qui était vraiment en contexte inflammatoire. C'est pour ça que c'est plus si pertinent lors des hospitalisations. D'accord. On nous demande également avec quel test ou machine, j'en sais rien, on mesure la composition corporelle. Alors, c'est avec l'impédance-métrie, notamment. Avec, bon, alors aujourd'hui, il y a les balances connectées où on voit bien la masse maigre, la masse grasse, mais la méthode de base, c'était l'impédance-métrie. D'accord, ok. Et il y a eu au moins une diététicienne qui nous écoute là et qui nous interpelle, notamment sur la préalbuminémie, où finalement, dans son unité, manifestement, certains s'en servent dans le diagnostic de la dénutrition. Là, ça semble plus être un outil diagnostique. Alors, c'est pas recommandé. En tout cas, dans les recommandations françaises, dans les recommandations internationales, ils essayent de plus tellement utiliser ces critères biologiques, mais dans beaucoup d'études, ils l'utilisent et ils montrent que c'est même mieux que l'albumine. Voilà. D'accord. On nous demande également, et ce sera peut-être la dernière question si on veut essayer de ne pas finir trop tard, mais s'il y a des critères un peu plus spécifiques, un peu plus affinés pour les personnes obèses dénutries. Pour les personnes obèses dénutries, je vous avoue que je ne saurais pas vous répondre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que chez les personnes obèses, le tableau est un peu bâtard parce qu'en ayant un poids beaucoup plus important que la moyenne, on se rendra moins compte de la dénutrition alors que leur perte de poids peut être extrêmement rapide. Et ils perdent très rapidement en masse maigre et en protéines. Donc voilà. Ok. Une toute dernière. Est-ce qu'on continue de doser l'albumine finalement pour s'orienter entre dénutrition sur carence d'apport et dénutrition d'origine inflammatoire, ou alors pour aller définir un patient qui sera à risque de dénutrition? Je pense que c'est toujours utile dans tous les cas d'avoir l'albumine, en tout cas d'avoir un chiffre de référence quand on est à l'hôpital, quand on a les patients sous la main pour pouvoir comparer, notamment en ville quand on a des patients qu'on suit. Voilà. Ok, je te remercie. Arnaud, à toi.